Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode, on va parler du métier de professeur de yoga. Si je n'ai pas changé le titre, normalement cet épisode s'appelle « Si tu aimes faire du yoga, ne deviens pas prof ». Au départ, je voulais l'appeler « Ce que j'aurais aimé savoir avant d'être prof de yoga », mais je me suis dit que ça se rapprochait un petit peu trop d'un précédent épisode enregistré pour le Club d'Orloté où il me semble que le titre c'est « Ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer le yoga ». Mais on va pas du tout parler de la même chose et je voulais pas que ça soit trop similaire, donc effectivement, cet épisode, si je n'ai pas changé le titre, s'appelle « Si tu aimes faire du yoga, ne deviens pas prof » et on va développer cette idée. Je fais une petite parenthèse. Je suis obligée d'enregistrer les podcasts dans la pièce la plus silencieuse de l'appartement. On a un appartement qui donne sur la rue et la seule pièce qui ne donne pas sur la rue, c'est un genre de dressing débarras que nous on appelle le cafouche. Cafouche, il me semble qu'en jargon marseillais, c'est cette idée un peu de placard mal rangé. Je vous confirme, c'est mal rangé, donc on dirait un peu une chambre d'ado, un peu à l'abandon, mais voilà, pour l'ambiance. Et à chaque fois, je me mets une toute petite lampe de sel pour une ambiance un petit peu chaleureuse, mais vraiment, je suis quasiment dans le noir complet. Et je trouve que pour les podcasts, ça m'aide en tout cas à me concentrer, ça m'aide à revenir juste vous et moi, un petit peu dans cet espace un peu qu'on partage ensemble sur les podcasts. Donc voilà, je sais pas du tout si vous serez dans la même ambiance que moi pour écouter ce podcast, mais j'avais envie de vous préciser un petit peu l'ambiance. Je referme la parenthèse, on revient au métier de professeur de yoga. Comme je vous l'ai dit, on va vraiment parler de tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'être prof de yoga. C'est un petit peu comme ça que je voulais appeler l'épisode mais en fait, c'est des choses que je savais. Mais voilà, cet épisode a pour but aussi de donner quand même l'information à des personnes qui adorent faire du yoga et qui peut-être aimeraient devenir prof. Et je le redis, si tu aimes faire du yoga, ne deviens pas prof. Et c'est vraiment cette idée qu'on va développer. C'est une phrase que m'a dit une de mes professeurs de yoga. J'en ai parlé dans mon parcours, Julie, si tu passes par là. C'était ma prof de yoga à Lille. Et donc c'était à l'époque où moi je n'avais pas du tout pour objectif d'être prof de yoga. D'ailleurs ça n'a jamais été un objectif, c'est venu au fur et à mesure, on en parlera. Et elle m'avait dit, elle débutait en tant que prof. Je sais pas, ça devait faire peut-être 1 ou 2 ans qu'elle faisait ça. Et on s'est rencontrés à ce moment-là et moi ça a vraiment été un déclic, c'est là où j'ai approfondi ma pratique, j'ai pris des cours particuliers avec elle, il y avait plein de choses et encore aujourd'hui dans ma pratique on devine un peu si on la connaît elle, on devine un petit peu les influences, enfin je sais qu'il y a beaucoup de choses que je pratique moi aujourd'hui et que j'enseigne qui sont des héritages de ce qu'elle m'a laissé elle en m'enseignant. Et du coup, c'est un très bel hommage. Donc, je suis trop contente d'avoir réussi à garder des petites traces de ce qu'elle m'a laissé. Et elle m'avait dit cette phrase, je sais plus dans quel contexte, on en parlait comme ça, et elle m'avait dit cette phrase. Alors, je sais plus si la tournure était vraiment cette phrase-là exacte, mais c'est comme ça qu'elle a résonné et que moi, je l'ai gardée pendant des années. Si tu aimes faire du yoga, ne deviens pas prof, je vais beaucoup la répéter. C'est vraiment l'idée que finalement, notre temps passé sur le tapis à donner des cours ou à tout simplement pratiquer, une fois qu'on est prof de yoga, il est infime par rapport à tout ce qu'on doit gérer à côté. Donc, c'est pas du tout pour me donner d'excuses ou quoi que ce soit. Cet épisode, il est à la fois là pour les participants à des cours de yoga, pour que vous preniez aussi la mesure de tout ce que fait votre professeur de yoga à côté du moment où vous le voyez en cours. Et aussi aux personnes qui aimeraient peut-être commencer à se former, commencer à enseigner, de bien y réfléchir à l'avance parce que voilà, après on a beaucoup moins de temps à passer sur le tapis et le temps qu'on passe en cours de yoga, c'est ce que je disais, c'est infime par rapport à la quantité de travail qu'on a et de choses à gérer. C'est aussi un épisode qui m'est venu en tête, je l'avais noté depuis longtemps, en fait j'ai une note avec tous les thèmes que j'ai envie d'aborder dans le podcast et après c'est assez intuitif. J'ai plus du tout envie de me donner d'objectifs, de nombre d'épisodes à sortir par mois ou quoi que ce soit. J'ai une note et quand je me sens d'enregistrer un podcast, typiquement comme ce matin, je me suis levée et je me suis dit ok go. Je vais dans cette note et je vois le thème qui me parle le plus à ce moment-là. Et aussi, ça tombe bien, en tout cas la période à laquelle j'enregistre ce podcast et à la période à laquelle il va sortir, puisque généralement, le jour où j'enregistre, on sort les épisodes très rapidement en suivant. C'est une période, voilà, on est en fin d'année, on est début juillet, enfin fin d'année scolaire entre guillemets. On est début juillet et je m'apprête à recruter, j'adore. Je m'apprête à recruter de nouveaux professeurs pour les 2 studios que je gère. Donc mon studio, Nouveau Yoga Club à Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées,
Et je gère un studio aussi depuis plus d'1 an et demi à Lourdes, donc dans l'autre vallée, toujours dans les Hautes-Pyrénées, Yogapi. Donc si vous êtes de passage dans l'une de ces 2 villes, on pourra pratiquer ensemble avec grand plaisir. Et là, j'ai à cœur, encore plus que l'année dernière, de m'entourer et de ne plus assumer tous les cours que j'assumais des fois seule et d'être vraiment seule aussi dans ces lieux-là. J'ai à cœur de les partager encore plus et de partager différentes pratiques, pouvoir proposer différentes pratiques et différents styles d'enseignement aussi aux personnes qui sont abonnées dans ces 2 studios. Donc voilà, je m'apprête à recruter plein de profs de yoga qui font pas forcément ce métier pour les mêmes raisons, qui des fois ont encore un job à côté, on va en parler. Mais cet épisode tombe un petit peu dans ce contexte-là pour que vous ayez un peu une idée. Et on va parler de tout ce qu'un prof de yoga doit gérer en dehors du tapis avant même de démarrer un cours, avant même que vous le retrouviez pour un cours. Parce que des fois, quand on participe à des cours de yoga, qu'on prend des cours, on est très très loin d'imaginer tout ce qui se passe derrière. Et voilà, donc je préfère prévenir avant de se lancer dans l'enseignement du yoga, préparez-vous à tout ça. C'était une intro un peu longue, je sais pas si je vais tout garder au montage, mais voilà, c'était important pour moi de vous donner le contexte. Disons que moi, c'est des choses que je savais avant de commencer l'enseignement du yoga, avant d'être prof. Mes premières formations, je les ai pas du tout faites pour être prof de yoga, mes premières formations de yoga. Généralement, pour être prof de yoga, le minimum requis, c'est de faire ce qu'on appelle un 200 heures. Donc, c'est 200 heures de formation initiale où on voit vraiment autant, normalement, si c'est une bonne formation, la philosophie du yoga qui est vraiment le fondement du yoga, savoir d'où ça vient, pourquoi on fait ça aujourd'hui, avant même de passer au postural. Certains 200 heures, c'est même du 50-50, c'est vraiment beaucoup de philosophie, de l'anatomie aussi, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, on travaille avec le corps, donc c'est très important. Et ensuite, une fois que tout ça c'est vu, on passe au postural sur le tapis. Là, je vais parler beaucoup du yoga d'un point de vue postural, donc les asanas, les postures, etc., tout ce qu'on fait sur un tapis de yoga. Je vais un petit peu moins parler de l'aspect philosophique parce qu'effectivement, le yoga, il peut être pratiqué de plein de manières différentes dans notre vie quotidienne, ça j'en parle dans d'autres épisodes. Mais pour la partie vraiment prof de yoga, généralement, ce qu'on enseigne, c'est beaucoup du postural, où on guide des respirations, des méditations, mais ça fait partie d'un socle où on est à enseigner sur un tapis à des gens qui sont sur des tapis pour un enseignement plutôt postural. Donc on va se baser là-dessus. Je précise pour les puristes du yoga, effectivement, le yoga peut être pratiqué de plein de manières différentes dans la vie. Et certains n'ont même jamais mis un pied, un orteil sur un tapis et sont pourtant des personnes qui pratiquent le yoga, qui respirent le yoga dans leur vie. Là, c'est pas le sujet de l'épisode. La première chose que j'ai notée, en dehors du tapis, avant même de commencer à donner des cours, ce qu'on doit faire, c'est gérer notre communication et notre image. Je ne sais pas aujourd'hui, très honnêtement, je crois que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui fait ça et je ne sais pas comment elle fait. Je ne sais pas aujourd'hui comment les jeunes profs de yoga font pour se vendre, pour communiquer sur ce qu'ils font sans être présents sur les réseaux sociaux. Donc quand je parle de gérer notre communication et notre image, c'est beaucoup réseaux sociaux, flyers, cartes de visite en local. Et aussi l'aspect gérer son image, c'est faire des photos par un photographe, ce genre de choses. C'est hyper important pour cette partie-là d'être entouré de personnes qui déjà ont envie que votre nouveau métier fonctionne, votre nouvelle carrière fonctionne. C'est vraiment important. Donc moi, je vous conseille de vous entourer de quelqu'un dont c'est le métier et de ne pas demander conseil à votre cousin, à votre petit-neveu qui fait un peu des vidéos et des photos, vos frères et sœurs qui vous donnent un avis sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils n'ont aucune idée. Il vaut mieux se méfier de ces conseils-là parce que c'est pas toujours de très bons conseils. Idem pour les neveux et nièces. On n'a pas les mêmes codes que les personnes qui ont 10-15 ans de moins que nous. Je crois que pour eux aujourd'hui, faire des posts Instagram, c'est pas du tout, c'est ringard, donc essayez en tout cas de trier un petit peu à ce niveau-là et de vous entourer aussi surtout de gens dont c'est le métier. Donc je pense aux community managers, aux personnes qui travaillent sur Instagram, qui sont experts de ce réseau-là. Je vais beaucoup parler d'Instagram, mais en soi c'est valable aussi pour tous les réseaux, TikTok, Facebook, c'est important d'y être quand même.
mais parce qu'il y a toute une tranche d'âge en particulier, une tranche de la population qui est encore très présente sur Facebook, même si c'est en train de changer. C'est quand même important d'être présent aussi sur Facebook. Mais je vais beaucoup parler d'Instagram et un petit peu de TikTok parce que c'est là que tout se passe, honnêtement, aujourd'hui, en termes de réseaux sociaux et de présence sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important de prendre au moins peut-être un rendez-vous avec quelqu'un dont c'est le métier et qui fait ce qu'on appelle du coaching Instagram. C'est mieux si c'est quelqu'un qu'on vous a recommandé, dont vous connaissez le travail et dont vous connaissez l'expertise, parce que là aussi, il y a un petit peu de tout. Mais je vous conseille au départ, si vous vous lancez comme professeur de yoga et que vous avez envie de travailler, c'est comme une marque en fait, de travailler une image de marque, de travailler votre communication, que ça soit beau, que ça vous ressemble. Donc que ça soit pas seulement beau, il faut vraiment que ça vous ressemble, que vous y mettiez du vôtre et que ça émane de vous. Le but, c'est pas de copier ce que fait la voisine ou ce que fait le studio de yoga d'à côté. Faut vraiment que ça vous ressemble vous, et je pense que c'est idéal. Certains community managers font ce qu'on appelle des séances de coaching, mais où du coup, c'est quand même vous qui allez gérer votre compte Instagram. Vous avez la main dessus, simplement, vous allez juste avoir quelqu'un les premiers temps qui sera là pour vous aider, vous guider, vous dire ça je pense que ça peut être bien, ça pour le coup ne t'embête pas avec ça pour l'instant, etc. Quelqu'un qui va essayer de vous donner un petit peu une ligne directrice, ligne conductrice, je ne sais pas exactement comment on peut expliquer ça, mais c'est assez important. Idem pour vos flyers. Alors je sais qu'aujourd'hui avec Canva, je sais pas comment vous dites, c'est possible de faire plein de choses tout seul. Il y a aussi plein d'entreprises du type, je ne les ai plus en tête, mais vous les trouverez aisément, où vous pouvez carrément créer vos flyers un petit peu maison. Et il n'y a plus qu'à les faire imprimer, à les recevoir chez soi et à aller les distribuer. C'est très bien dans un premier temps. Et pareil, si au bout d'un moment vous avez envie, besoin de professionnaliser ça encore plus, d'aller encore plus loin, entourez-vous de personnes dont c'est le métier. Donc je pense à des graphistes, à des photographes, à des directeurs artistiques au sens large. J'en parle parce que moi j'ai la chance que mon amoureux, Raphaël, ça soit son métier. Donc nous vraiment, derrière le club d'Orloté, derrière mon entreprise Nouo, en fait on est deux et on travaille ensemble, et je sais très bien que tout ce que je fais n'aurait pas, c'est un big up que je lui fais, mais je sais très bien que tout ce que je fais n'aurait pas du tout la même gueule, la même essence et la même image que s'il n'était pas là. Je ne sais pas si la phrase était française, mais honnêtement, tout ce que vous voyez en termes de graphisme, d'image, de communication, c'est lui qui est derrière. Et pour moi, c'est indispensable au vu des objectifs que j'ai et que nous avons tous les deux. C'est indispensable qu'on travaille tous les deux et qu'il y ait tout ce travail derrière. Alors c'est énormément de boulot, souvent c'est quelque chose qui revient beaucoup quand je crée des événements du type retraite ou même des événements un peu plus ponctuels à la journée, tout ce qui est portes ouvertes des studios, etc. Souvent c'est beaucoup quelque chose qui revient où on me dit franchement c'est super, Insta, TikTok, bon pas Facebook, on parle pas de Facebook, mais voilà, qu'à chaque fois les visuels des retraites, ce genre de choses, souvent c'est quelque chose qui revient beaucoup, qui marque les gens. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Si vous avez envie de marquer les esprits, de marquer les cœurs au-delà des esprits, ayez une communication, une image qui vous ressemble, soyez authentique et entourez-vous des bonnes personnes qui sauront vous conseiller pour ça. Voilà pour ce point. Il y a d'autres choses que je vais développer où à chaque fois ça se rejoindra, mais de toute façon, ce qui va compter le plus possible, c'est d'être vous-même, d'être authentique dans ce que vous faites. On peut s'inspirer à droite à gauche. C'était aussi un épisode que je voulais faire sur le podcast. On développera peut-être un petit peu plus cette idée-là. On peut s'inspirer, parce que je pense qu'on s'inspire tous à droite à gauche. On s'inspire tous de nos expériences, de ce qu'on a vu aussi comme image et comme tout ce qu'on a lu depuis qu'on est tout petit. Je pense que c'est ce qui nous façonne aussi. Donc forcément, dans ce qu'on va faire, ça va se retranscrire. Mais ne copiez pas et ne plagiez pas. Voilà, c'est le plus important pour moi. Ne copiez pas. C'est pas parce que ça fonctionne chez quelqu'un que vous aimez bien, que vous connaissez même peut-être. C'est encore pire. Ne copiez pas. Allez chercher ce qu'il y a au fond de vous en fait. C'est très développement personnel là ce qu'on est en train de... Mais c'est ce que je pense vraiment. Au-delà du dev perso en fait on s'en fout, mais
C'est ce que je pense, allez chercher votre essence à vous, votre énergie à vous, soyez authentique dans la manière dont vous communiquez avec votre image, c'est le plus important et c'est ce qui fera aussi, pour moi, que les gens vont rester. Quand je parle des gens, c'est pareil, c'est pas un très joli mot, mais c'est ce qui va faire aussi que vous allez créer une communauté au bout d'un moment, que les gens vont vous faire confiance sur des événements, vont vous faire confiance pour venir à vos cours hebdomadaires, pour revenir surtout, c'est le plus important. Donc soyez authentique, soyez vous-même, inspirez-vous mais ne copiez pas. Je rejoins pour un autre point. Quand on est prof de yoga, on doit, enfin j'en ai toujours pas un, mais en fonction de ce que vous proposez, c'est mieux. Ça peut être intéressant d'avoir un site internet. Alors pas dans l'immédiat. On me demande souvent, je peux recevoir des messages de jeunes profs qui se lancent et qui me demandent un peu par quoi j'ai commencé. Honnêtement, travaillez vos réseaux sociaux, travaillez votre image. Et une fois que ça commence à se lancer, ça commence à être bien, parce qu'honnêtement, votre vitrine, votre site internet, ça peut aussi être votre compte Instagram. Ça suffit largement pendant... Moi, ça fait plusieurs années et ça suffit très bien. Mais on peut aussi se heurter à des personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc à des participants à vos cours de yoga qui n'auront les infos que si vous avez un site internet ou que si vous avez des flyers ou des choses qui sont affichées directement dans la rue ou sur une façade, par exemple, puisqu'ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux par choix. Je pense qu'honnêtement, si moi ça faisait pas partie de mon travail, je n'y serais pas non plus. Donc ces gens-là, j'estime qu'ils ont de la chance et je les trouve très courageux aussi, parce qu'il se passe tellement de choses sur les réseaux sociaux que de décider de ne pas être présent là-dessus, c'est aussi pour moi, c'est limite, enfin c'est militant, je trouve, et c'est très courageux. Donc pour ces personnes-là, il sera essentiel que vous ayez un site internet. Il existe des plateformes pour créer son propre site internet, etc. Mais là encore, je vous conseille de faire travailler quelqu'un dont c'est le métier. Si vous avez besoin de recommandations, moi j'ai quelqu'un de très bien qui saura vous faire ça et qui saura vous accompagner en tout cas là-dedans. Si vous avez besoin, vous m'envoyez un message, je vous donnerai mes recommandations ou je les mettrai même dans la description du podcast. Pour le site internet, c'est hyper important d'être bien entouré. J'ai fait une très mauvaise expérience au début de ma carrière, entre gros guillemets. En médecine traditionnelle chinoise, j'étais pas encore dans le yoga. Enfin, j'étais dans le yoga en tant que participante à des cours, en tant que pratiquante, mais pas encore dans l'enseignement. C'était à la période où justement je commençais mes formations, mais j'étais pas du tout dans l'optique de commencer vraiment à donner des cours. Et j'ai un jour un commercial qui a eu mon numéro, qui m'a contacté, on s'est rencontrés et qui en fait m'a vendu un genre de package avec site internet, etc. Et en fait, donc c'est une boîte qui était basée à Lille, je crois. C'était un très bon commercial. J'étais jeune, je devais avoir dans les 19-20 ans, je pense. Et en fait, je me suis retrouvée à signer des trucs et à signer des contrats surtout qui m'engageaient sur plusieurs années avec une mensualité énorme. Enfin, c'était catastrophique, sans en parler à mon entourage. Donc là, pour le coup, l'entourage aurait été de bons conseils et on m'aurait dit calme-toi un peu, attends un peu de voir ce qu'ils te proposent avant de signer des trucs. Et là, en fait, j'ai agi toute seule, un peu tête brûlée. Et ça a duré des années. Au bout d'un moment, j'ai cru qu'on allait lancer une procédure tellement ça a été chaotique. Et ça a été vraiment très compliqué de se faire entendre ensuite avec eux. Ils ne faisaient pas ce que je leur demandais. Le site n'avait pas du tout l'image, la gueule même de ce que j'avais demandé et de ce qu'on avait vu lors de calls, lors de réunions. Plus tard, quand j'ai habité à Lille, parce que quand j'ai signé, je n'habitais pas à Lille et... Plus tard, quand on a vécu à Lille avec Raphaël, un jour, on a débarqué au siège, en fait, tellement c'était... on ne m'entendait pas, on ne m'écoutait pas, on ne répondait pas à mes mails, enfin, c'était... Et moi, je continuais à les payer, une fortune. On a débarqué au siège, on a demandé à rencontrer le directeur, je sais plus si c'était le directeur de la communication, directeur financier. D'ailleurs, je ne sais même pas si cette boîte existe encore, mais vraiment des gros escrocs. Et je peux le dire là, vraiment, je me suis fait avoir. Donc, pour votre site internet, c'est soit vous faites tout seul, mais je vous conseille pas au départ, pareil, soyez accompagné par quelqu'un, même si c'est juste pour le début et que c'est pas toute cette personne qui va vous faire tout le site, demandez conseil. Ça mange pas de pain d'envoyer un petit message, de demander conseil, de dire, j'ai vu que tu faisais ça, je pourrais pas forcément te payer l'entièreté du site, mais est-ce que t'as des conseils à ce niveau-là, etc. Est-ce qu'on peut faire
une formule un peu pareil, de coaching. Quelqu'un peut vous accompagner sans vous faire le site complet. Quelqu'un peut vous accompagner et vous conseiller dans le choix de votre nom de domaine, dans le choix de votre serveur, je sais plus. Enfin, moi là-dessus, je suis un peu larguée et heureusement, je suis bien entourée par des amis dont c'est le métier. Si vous avez besoin de recos, vous irez dans la description de cet épisode, je vous aurai mis toutes les informations de mes meilleures recommandations. C'est des gens qui font ça aussi à distance si besoin et vraiment c'est des pépites. Voilà, donc ça rejoint aussi l'aspect communication où je vous disais entourez-vous de pareil pour les photos. Je sais qu'aujourd'hui, avec un téléphone, on peut se filmer, on peut se prendre en photo, etc. Honnêtement, de temps en temps, et je pense que quand on se lance dans ce métier de prof de yoga, notre image est hyper importante. Les gens ont besoin de voir à quoi vous ressemblez tout simplement, et je pense que s'offrir une fois tous les 1 an, tous les 2 ans, une vraie séance avec un vrai photographe, j'insiste sur le vrai, il est en majuscule. C'est aussi un vrai moment où on travaille sur soi, on continue de travailler sur soi et le résultat, quand vous avez vos photos, que vous pouvez communiquer avec des photos qui ont été faites par des professionnels, c'est encore mieux. Même si c'est au milieu de plein de vidéos que vous filmez avec votre téléphone, que vous prenez avec votre téléphone, moi il y a encore plein de photos que je peux poster sur Instagram que je fais avec mon propre téléphone où c'est pas forcément Raphaël qui est derrière en train de me prendre en photo. C'est aussi très intéressant à mon sens et vraiment pertinent pour votre communication, surtout au début. Donc offrez-vous de temps en temps ou demandez à ce qu'on vous offre des belles photos, une séance avec un photographe. Faites-vous kiffer, ça fait aussi partie du job. Aussi, quand on est prof de yoga, on est DJ. Je m'explique. Alors non, je ne suis pas DJ. En tout cas, je n'ai pas de set à vous donner sur SoundCloud ou ce genre de choses. On est DJ parce qu'on doit créer l'ambiance musicale de nos séances de yoga. Alors comme ça, on se dit, c'est bon, tu crées 3 playlists et tu tournes pendant 10 ans avec 3 playlists. Eh bien non, alors en tout cas c'est ma vision. J'essaie de changer les playlists régulièrement pour qu'il y ait des ambiances différentes et que chaque cours soit une expérience différente. Aussi, si vous donnez des cours, si vous enseignez différents styles de yoga, je vous renvoie aux épisodes. J'ai fait 3 épisodes là-dessus qui vous donnent un petit peu les différences entre les différents styles de yoga, en tout cas ceux qu'on trouve le plus aujourd'hui en France dans les studios de yoga ou même dans votre salle polyvalente. Si vous avez besoin de les réécouter, vous pouvez, avec grand plaisir. C'est des épisodes que j'ai passé du temps à faire et on me posait tellement la question que maintenant je renvoie les gens vers ces épisodes-là pour qu'ils aient une idée de tous les styles de yoga qu'on peut pratiquer. C'est important si vous donnez un cours de yin yoga et un cours de vinyasa derrière, que ça ne soit pas la même playlist, tout simplement parce que c'est des ambiances différentes, des expériences différentes pour les participants, pour vos pratiquants. Donc une playlist de Vinyasa Flow bien vénère, ça n'a rien à voir avec un cours de yin, un cours de restorative yoga, un cours beaucoup plus doux. Donc en tant que professeur de yoga, on doit vraiment saisir l'essence et l'énergie de chaque cours pour arriver à caler un petit peu la musique, pour même des fois on cale super bien la musique et on finit un flow. Je pense surtout à des cours de Vinyasa Flow, on finit un flow pile poil à la fin de la musique avant qu'il y en ait une nouvelle qui commence et qu'on reparte de l'autre côté. Enfin, c'est incroyable. Honnêtement, je vous donnerai, si vous le souhaitez, une petite astuce pour construire vos playlists, mais ça peut prendre quelques minutes seulement. C'est juste que ça vous demandera beaucoup de recherche, ça vous demandera d'écouter ce que vous allez passer après en cours. C'est important que vous sachiez, que vous écoutiez ce que vous passez après en cours, ce que vous mettez dans vos playlists. Vous pouvez faire différentes ambiances en fonction des continents, des civilisations, des styles de musique. Il y a des profs qui font vraiment que de la musique un peu actuelle avec du R&B, des musiques un petit peu pop, ce genre de choses, pop électro, tout ça. Certains où ça sera beaucoup que un petit peu musique du monde, mais c'est hyper important que vous cherchiez, que vous fassiez vos recherches sur... En fait, c'est important d'élargir nos champs d'action, mais c'est pas ça, mais d'élargir à la fois, vous élargissez aussi votre esprit quand on s'ouvre à plein de musiques différentes, d'origines différentes, d'époques différentes. J'ai l'impression qu'on ouvre un petit peu notre champ des possibles. C'est ça que je voulais dire. Et c'est hyper important pour construire une bonne playlist d'aller écouter, d'aller chercher, d'aller voir ce qui se fait. Ça, pour le coup, je trouve que moi, j'ai beaucoup moins de valeur, j'allais dire, en termes de musique, mais je sais que je suis sur mon compte Spotify, je vous les mettrai en description aussi, vous avez toutes mes playlists, mais je suis abonnée aussi à des profs de yoga dont j'aime le travail, et je sais que des fois je vais piocher un petit peu dans leur playlist
Pour construire les miennes, alors non, ce n'est pas copier, ce n'est pas plagier. J'estime que la musique, plus elle est diffusée au plus grand nombre, mieux c'est, surtout la bonne musique. La musique qui a des valeurs, qui est authentique, celle qu'on aime. Écoutez, je pense que c'est hyper intéressant. Donc moi, je vous encourage à suivre les profs que vous aimez, à suivre leur playlist, à écouter leur playlist et à vous, après, vous concocter, vous faire un petit peu votre popote, votre tambouille de playlists de musique pour faire vivre des expériences incroyables à vos pratiquants, à vos participants. C'est hyper important. Je pense aussi aux retraites et aux événements où là, limite, moi, je fais c'est même pas limite, c'est sûr. Je fais des playlists spéciales pour des événements, pour des événements un petit peu ponctuels. Parce que là encore, c'est une expérience à part. Donc, et ça aussi, c'est hyper intéressant. Et à force de le faire pour vos cours, alors je pense que quand on démarre le yoga, là, tout ce que je suis en train de dire, ça paraît énorme et on se dit, waouh, faut faire énormément de choses. Effectivement, c'est pour ça que je dis que si vous aimez le yoga, ne devenez pas prof. Ça paraît beaucoup d'infos là, mais vraiment, si vous avez envie de faire vivre des expériences uniques et qu'on se souvienne de vos cours, qu'on soit au-delà du postural, la musique pour moi est hyper importante. Après, je respecte aussi les profs qui mettent pas de musique dans leurs cours. Moi, c'est pas mon kiff. Je sais qu'il y a des pratiques, typiquement l'ashtanga. Il y a un côté où voilà, faut être connecté à sa respiration encore plus et c'est limite la respiration qui fait la musique. Mais au-delà de l'ashtanga, à part, je le mettrai, c'est hyper important d'avoir une ambiance musicale parce que vraiment, déjà, vous voyagez sur votre tapis avec les postures, mais s'il y a une ambiance musicale qui est bien choisie, qui tombe pile poil avec le cours, vous voyagez aussi dans l'espace, j'ai l'impression. Donc voilà, faites-vous kiffer avec la musique, mettez la musique que vous aimez aussi. Ne vous dites pas, ça pour un cours de yoga, ça sera bien, mais je l'écouterai pas en dehors des cours de yoga. Moi, premier degré, j'écoute mes playlists de cours de yoga, des fois même en dehors des cours. Et ça me régale, parce que ça fait partie des choses que j'aime. Donc à la fin, mon récap Spotify n'a aucun sens. Il y a du rap français, il y a du R&B au milieu, il y a des musiques du monde, des musiques chamaniques, des chants bulgares. Je me régale, vraiment. Allez chercher dans ce qui vous parle, quelle que soit la langue. Renseignez-vous quand même sur ce qui est chanté. Petite parenthèse dans cet épisode. Si vous mettez des chants qui ne sont pas dans une langue que vous maîtrisez, donc je parle surtout pour l'anglais typiquement, l'espagnol, le français, l'italien si vous parlez italien. Si vous mettez des chants autres, donc je pense à mes chants bulgares ou même à des chants russes des fois que je peux mettre, ou même des mantras qui sont en sanskrit ou en gurmukhi, qui sont des langues très anciennes qui étaient parlées, en tout cas dans l'Inde et le Pakistan actuel, Asie du Sud-Est au sens large, ou même Moyen-Orient pour des chants, je pense à des chants qui peuvent être iraniens, donc des chants en perse, en farsi. C'est important quand même que vous vous renseigniez avant de le passer en cours et avant de l'écouter pour vous, que vous vous renseigniez sur ce qui est chanté, ce qui est dit, voilà, pour pas que ce soit des chants problématiques. Donc voilà, tant que ça parle de paix et d'amour, que c'est des berceuses, moi c'est beaucoup des berceuses, des chants en général, soit des chants traditionnels, soit des chants pour les enfants. Je pense, j'ai toute une playlist de chants un peu des pays de l'Est, ou des Balkans, où là c'est vraiment souvent des berceuses, ou des chants pour enfants, et ça en général, voilà, ça va, ou des contes qui sont chantés, ça va, mais dès que c'est méfiez-vous quand même de ce qui est chanté, parce qu'il y a aussi une vibration qui passe par la musique, par les notes, par les paroles, et c'est important que pour un cours de yoga, les vibrations soient safe. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Fin de la parenthèse, mais voilà, faites-vous kiffer, allez chercher plein de musiques différentes, faites-vous voyager, parce qu'il n'y a que comme ça que vous ferez voyager les autres. C'est un peu comme ça que je le vois. Ok, on n'a fait que 3 points de ce que je m'étais noté. Ensuite, en étant professeur de yoga, il y a toute la partie administrative qui n'est pas du tout ma partie préférée. Heureusement, on est 2 pour gérer tout ça. Donc vous allez être en fonction de votre statut, si vous êtes en micro-entreprise. Je vais passer très rapidement sur ce point-là parce que vous allez comprendre très rapidement que ça ne me passionne pas. Que vous soyez en micro-entreprise, en asso, en société, il y a toute une partie administrative. Voilà, toute cette partie-là, c'est important de l'avoir en tête parce que mine de rien, au minimum 1 fois par mois, elle va être importante. Ça sera important de se poser
quelques heures dessus, quel que soit le statut que vous avez. C'est important que vous ayez un petit peu un suivi sur vos dépenses, sur la manière dont vous dépensez l'argent de votre société. Est-ce que vous avez une carte bancaire à part? Est-ce que vous avez un compte bancaire à part? Connaître vos droits aussi, que dès qu'on dépasse un certain plafond, des fois il faut passer dans un autre statut. Typiquement la micro-entreprise, je les ai plus en tête, mais dès que vous dépassez un certain montant de ce que vous gagnez dans l'année, ça sera peut-être intéressant, et c'est même parfois obligatoire, de passer en société. Renseignez-vous un petit peu de tout ça, renseignez-vous un petit peu sur tout ça, mais c'est vrai que c'est pas ma partie préférée, c'est pas celle qu'on va développer le plus, mais à partir du moment où vous vous lancez dans cette activité de professeur de yoga, qui est une activité freelance indépendante, ça sera important que vous vous penchiez sur tous les statuts qui existent, sur le côté administratif. C'est indispensable, malheureusement. Heureusement parfois, mais c'est vrai que malheureusement, parce que c'est pas notre kiff et nous on préfère faire des postures sur un tapis et faire des playlists, on l'a compris. Mais il y a cette partie-là qui est essentielle, surtout passer quelques années, passer quelques mois en fonction de comment évolue aussi ce métier-là de professeur de yoga, parce que je le rappelle, je l'ai pas dit, ça fait 40 minutes là que j'enregistre, mais je l'ai pas dit, mais c'est un métier. C'est un métier, en général on est formé pour le faire et faut pas oublier qu'on accompagne des gens, qu'on travaille avec de l'humain, donc c'est un métier, c'est important de savoir aussi de quoi on parle, on se lance pas dans le yoga comme ça du jour au lendemain. Souvent, je recommande aussi d'avoir déjà pratiqué pendant plusieurs années en tant que pratiquant justement. Donc voilà, c'est un métier, au bout d'un moment on doit quand même se retrouver face à des textes de loi, connaître ses droits, et voilà, c'est important de faire un petit peu d'administratif. Je rentrerai pas dans le détail parce que après c'est à chacun de trouver ce qui va bien. Vous pouvez vous renseigner sur tout ça. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui les conseillers en orientation, les conseillers Pôle emploi, France Travail d'ailleurs, pour l'instant ça a encore changé de nom. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui il soit alors c'est pas de bons conseils, pardon pour les personnes qui travaillent chez France Travail. Je ne suis pas sûre que ces personnes soient formées aujourd'hui à ce qu'on appelle les nouveaux métiers, entre gros guillemets. Donc la plupart du temps des métiers de freelance, ça rejoint aussi les graphistes, les web designers, tous les métiers dont on parlait un peu plus tôt. On est un peu, et encore plus pour les métiers du bien-être, c'est encore un petit peu flou aussi en termes de législation en France. Le yoga n'est régi par aucune loi. En fait, ils savent jamais trop s'ils doivent nous mettre avec les médecines douces qui sont encore moins reconnues que le yoga. En fait, le yoga est très répandu en France, mais il n'y a pas vraiment de loi qui s'occupe des profs de yoga et qui s'occupe de l'enseignement du yoga et des formations du yoga en France. Donc, c'est un petit peu flou. Ils savent pas s'il faut nous mettre avec le fitness, avec les profs de danse qui n'ont pas du tout la même formation. Il me semble que les professeurs de danse, c'est un diplôme d'État. Les coachs sportifs, ça dépend. Certains ont fait une fac de sport, je pense à STAPS. D'autres ont un BPGEPS, ça n'a rien à voir. Nous, on a des formations de 200 heures, de 50 heures, de 300 heures. Mais ce n'est pas, quel que soit le certificat que vous avez en tant que professeur de yoga, ce n'est pas une formation qui est reconnue à l'heure actuelle. En tout cas, il n'y a rien en France qui fait que c'est reconnu. C'est toléré pour l'instant. Ils ne se sont pas encore occupés à faire des lois là-dessus. La médecine chinoise, c'est pire. J'en parlais dans certains épisodes. Donc voilà, ça aussi, il faut l'avoir en tête, qu'on fait un métier qui n'a pas de valeur en termes de législation pour l'instant. Ils ne se sont pas encore penchés sur le sujet. Des fois, on attend qu'il y ait des cas un peu gravissimes de dérives sectaires, etc. pour se pencher sur le sujet. Donc, disons que c'est toléré. Ces gens-là viennent à nos cours de yoga. On a de plus en plus de pratiquants de yoga en France, mais il n'y a pas d'un point de vue législatif, presque ça n'existe pas. Donc vous le verrez aussi même quand vous ferez vos déclarations, quand on crée sa micro-entreprise, qu'on crée sa société ou son asso, quand on doit choisir une catégorie, vous aurez jamais écrit yoga. Il faudra juste se mettre en activité, service, loisir, voilà. C'est plus sous ces formes-là que ça existe, mais en fait, pour l'instant, voilà. Niveau loi, il n'y a pas grand-chose pour nous. Peut-être que ça bougera un jour. Des fois, ça peut rester très longtemps comme ça. Je pense aux ostéos qui sont restés très longtemps sans réel statut. Donc, quand je dis très longtemps, c'est plusieurs dizaines d'années. Il a fallu que les formations se répandent de plus en plus en France, que plusieurs ostéos s'installent. Quand je dis plusieurs, c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers d'ostéos s'installent en France pour que là, ils se disent « Ok, en fait, c'est une pratique différente de la kinésithérapie. » Et il faudrait se pencher un peu sur le sujet. Donc voilà,
On n'est pas prof de danse, on n'est pas prof de sport. Certains sont profs de sport et profs de yoga. Mais pour la partie yoga, il n'y a pas de catégorie pour l'instant. Donc, bon courage, on est ensemble. Au bout d'un moment, une fois que vous aurez fait tout ça, vous serez peut-être amené à faire ce qu'on appelle de l'événementiel. Donc quand je dis événementiel, c'est soit des événements ponctuels sur la journée, des ateliers, des retraites. Là, pour le coup, c'est sur plusieurs jours. Alors, retraite, séjour, stage, on met un peu tout dans le même paquet. Là aussi, c'est encore très flou. Il y a des choses qu'on n'a pas vraiment le droit de faire. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de droit, c'est juste qu'il n'y a pas de loi. Donc, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit ? C'est toléré. Écoutez, vous serez forcément face, au bout d'un moment, à avoir envie aussi de faire grandir votre activité au-delà des cours hebdomadaires durant votre semaine, dans des studios, peut-être même chez vous, dans des salles polyvalentes, on en a parlé, dans des salles des fêtes. Je parle pour les petits villages. Si vous êtes dans les grandes villes, vous serez peut-être même sur plusieurs studios à donner des fois 10, 20, 25 cours par semaine. Au-delà de 25, ça commence à être chaud. Déjà 20, c'est beaucoup. Moi, en général, je tourne quand on est dans l'année vraiment en pleine saison, j'allais dire. Je tourne autour de 15 cours par semaine, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Tant qu'on est en dessous de 20, je trouve que on peut durer dans le temps comme ça, il n'y a pas de souci. En tout, 15-20, c'est bien. C'est même très bien. Après, au-delà, vous allez vous épuiser, vous tiendrez pas 5 ans comme ça. Très honnêtement, voilà. Tout dépend si vous avez un job à côté, mais si vraiment vous voulez en faire votre métier, à la fois, et faire que ça, il va falloir donner beaucoup de cours, et à la fois, il va aussi falloir, si vous voulez durer dans le temps, réduire ces heures de cours pour arriver quand même à vous y retrouver, à pouvoir vous reposer, à pouvoir pratiquer pour vous, parce que ça rejoint le titre de l'épisode que vous écoutez actuellement. Si tu aimes faire du yoga, ne deviens pas prof, parce qu'après, une fois que vous êtes prof et que vous donnez, admettons, 22 cours par semaine dans différents studios où vous courez entre les villages, entre les studios où vous donnez cours, le soir, en arrivant chez vous, ou le matin, parce que certains cours finissent assez tard, vous rentrez chez vous, c'est 22h, vous n'aurez pas envie de dérouler votre tapis pour votre pratique personnelle. Voilà. Votre pratique personnelle va se transformer en « je déroule mon tapis pour préparer mes cours ». Mais du coup, vous ne pratiquez plus pour vous. Vous allez avoir aussi moins de temps pour aller pratiquer avec d'autres profs. Alors, moi, chez moi, il n'y a pas énormément d'autres profs là où je suis. Donc, c'est aussi un temps, d'ailleurs, c'est une de mes résolutions, entre guillemets, pour la rentrée de septembre, c'est d'aller aussi pratiquer avec d'autres profs un petit peu plus, quitte à ce que je me déplace un peu plus, mais parce que c'est essentiel pour durer dans le temps, de s'autoriser aussi une pratique personnelle, de s'autoriser à être guidé par d'autres profs. Alors, c'est encore mieux quand c'est vos potes, mais il n'empêche que c'est aussi essentiel de redevenir l'élève, de redevenir simplement le pratiquant, sortir de notre méthode d'enseignement, sortir de la préparation des cours, de la préparation des playlists. Des fois, c'est hyper reposant de dérouler son tapis et d'aller prendre un cours pour soi. Mais ça, si vous donnez 25 heures de cours par semaine, vous n'aurez pas envie de le faire. Vous n'aurez pas la force, vous allez vous épuiser, et honnêtement, dans 5 ans, je pense que soit vous n'êtes plus prof de yoga, soit vous l'êtes toujours, mais vous êtes au bord du burn-out, parce que oui, on peut faire un burn-out pour un métier qu'on rêve, un métier passion, un métier dans le secteur du bien-être. Ça aussi, des fois, pour l'entourage, c'est difficile à comprendre, mais très honnêtement, c'est limite là qu'on peut faire le plus de burn-out, parce que on adore ce qu'on fait, on compte pas ses heures, et en fait, on s'épuise. Donc voilà, effectivement, si vous aimez faire du yoga, restez pratiquant, restez participant à des cours, et il n'y a que si vous voulez une dimension supérieure à tout ça que vous pouvez chercher à le transmettre et à en faire votre métier, mais gardez à l'esprit qu'il faut que vous ayez un temps pour vous, qu'il faut que vous restiez au fond de vous encore un élève, encore un pratiquant. C'est important de continuer de se former, de pas se dire c'est bon, j'ai fait mon 200 heures et j'ai fait 50 heures de un autre style de yoga pour pouvoir en faire 2, et arrêter de se former et faire la prochaine formation 10 ans plus tard. Honnêtement, je sais que certaines formations coûtent cher, mais c'est un investissement déjà pour votre enseignement, mais c'est aussi un investissement pour vous-même, parce que c'est toujours important, on reste toujours à la place de l'élève. C'est important de s'y remettre, en fait. Voilà. Mais gardez un temps pour votre pratique à vous, gardez un temps pour aller pratiquer avec d'autres, pour recevoir sans jugement aussi l'enseignement d'autres profs,
pour vous autoriser à ce qu'on vous réaligne aussi. Parce que c'est pas parce qu'on est prof de yoga depuis des années qu'on sait tout. Ça, vraiment, je vous calme tout de suite. Autorisez d'autres profs à vous réaligner, à vous guider dans des postures, même quand c'est des postures qu'on connaît par cœur, qu'on fait 1 milliard de fois dans la semaine. Je pense par exemple à des postures comme le chien tête en bas, posture de l'enfant. Ça sera toujours bon de recevoir le regard d'un autre prof sur ce que vous faites, de recevoir un alignement particulier, quelqu'un qui vous réaligne, même si c'est une posture qu'on connaît par cœur, c'est essentiel. Donc voilà, gardez en tête que vous serez toujours un élève et un pratiquant avant tout. Et ça sera bénéfique avant tout aussi pour votre enseignement, pour ce que vous allez transmettre dans vos cours. Si vous autorisez d'autres profs à vous guider, ça fera de vous un meilleur prof, c'est évident. Donc voilà, gardez-le en tête, ça me tient à cœur vraiment. C'est ce qui fait aussi que vous aurez la force de proposer donc de l'événementiel. Moi, ce qui m'aide beaucoup, et je l'ai réalisé là, je rentre d'une retraite, c'est ma 3e retraite de l'année, depuis le début de cette année 2024, et j'en ai une autre là dans un mois. Et on en prépare une pour l'automne. Si c'est pas déjà complet, quand vous écoutez cet épisode, envoyez-moi un message très rapidement pour avoir votre place, ou en tout cas pour avoir les infos. Et je suis aussi en train de préparer une formation pas une formation de yoga. Voilà, je vous en dis pas plus, mais pour cet automne aussi. C'est des choses où au bout d'un moment, vous aurez envie de faire évoluer votre métier en proposant de l'événementiel. Et très honnêtement, là, moi, je l'ai réalisé sur la dernière retraite que j'ai faite, parce que c'est quelque chose dont je parle facilement à chaque retraite, mais j'avais jamais réalisé à quel point ça m'avait aidé. Il y a 10 ans, quand j'avais 17 ans, j'ai passé le BAFA. Vous avez la première partie du BAFA qui est une partie théorique, où vraiment pendant une semaine, je crois une semaine ou 15 jours, une semaine, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu plus. Je sais pas du tout comment ça se passe aujourd'hui, il faudra que je me renseigne. Première partie théorie, où voilà, vous apprenez les règles, etc., ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire en tant qu'animateur, etc. Hyper intéressant, indispensable, et c'est pour ça qu'on commence par ça. Ensuite, vous avez 2 semaines de stage, soit en colonie de vacances, soit en centre de loisirs, etc., centre aéré. Ça aussi, je sais pas comment on dit exactement aujourd'hui. Donc un stage pratique. Et la 3e partie du BAFA, c'est une spécialisation. Donc vous choisissez ce vers quoi vous voulez vous spécialiser. Vous pouvez vous spécialiser dans l'aspect un petit peu sanitaire, tout ça, et après être un peu l'infirmière de la colo. Entre gros guillemets, je fais des guillemets, vous les voyez pas, mais je les ai faits. Moi, j'ai passé le brevet de surveillant de baignade. Donc, en plus du BAFA, j'ai un espèce de 2e, d'ailleurs, qui n'est plus à jour, puisque c'est à remettre à jour tous les 5 ans. On est 10 ans plus tard, donc je ne suis plus surveillant de baignade, mais c'est ce que j'ai fait à l'époque. Et tout ça fait que vous avez votre BAFA à la fin ou pas, même si c'est très difficile de rater. Le brevet de surveillant de baignade, vous pouvez le rater parce qu'il y a vraiment des épreuves. Moi, j'avais l'impression d'être au JO à la fin. Mais c'était trop cool et je l'ai eu et j'étais trop contente à l'époque, c'était un truc de ouf. C'était la même année que mon bac, donc incroyable, c'était trop bien. Et honnêtement, là, 10 ans plus tard, en organisant tout cet événementiel, ces stages, ces retraites, là, en organisant une formation, en organisant plein de petits événements, même avec d'autres profs, d'autres intervenants, je réalise à quel point avoir passé mon BAFA il y a 10 ans m'aide dans ce que je fais aujourd'hui. Donc même si le BAFA c'est pour encadrer, quoique en plus je crois que le BAFA vous pouvez aussi encadrer des groupes d'adultes, mais de base on le passe pour s'occuper d'enfants, faire des colonies de vacances ou même en camping. Moi j'ai fait des saisons en camping ou club enfants, ça a été génial. Jamais je n'aurais imaginé que 10 ans plus tard ça soit des choses qui m'ont formée à 17 ans, qui m'aident encore à 27, 28 ans là aujourd'hui, dans le fait d'accompagner des retraites de yoga, parce que je me retrouve à gérer des groupes comme des enfants au final, on est un peu comme en colo, retraite de yoga, à animer des groupes. C'était hyper important pour moi à 17 ans de comprendre comment se déroule une journée. Au final, je construis mes journées de retraite de yoga exactement comme je construisais mes journées en colo, avec des temps calmes, des temps un peu temps libre, etc. C'est exactement la même chose. Et ça, je trouve aujourd'hui, bon, je vais pas vous dire de passer le BAFA si vous avez la trentaine, quoique vous pouvez, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est indispensable presque pour moi presque d'avoir le BAFA ou d'avoir déjà une expérience d'animation de groupe pour pouvoir organiser de bonnes retraites de yoga. Je dis pas que
Il faut absolument, mais très honnêtement, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai acquis comme connaissances il y a 10 ans qui aujourd'hui m'aident, mais un truc de fou. Ce qui fait qu'en fait c'est tellement intégré, parce que après j'ai fait ça pendant des années à travailler avec les enfants et à encadrer différents styles de séjour, autant des colos que des saisons en camping, centres aérés. J'ai travaillé aussi dans des écoles à l'année où j'étais que sur les garderies matin et soir et sur le temps du midi, donc la récré, etc., les grands jeux le mercredi après-midi, enfin c'était ouf. Et je réalise maintenant que tout ce que j'ai fait là, tout ce que j'ai intégré comme connaissance et comme habitude, au départ je mettais ça un peu sous des formations professionnelles ou même quand on est en groupe d'amis en vacances, je demande toujours si tout le monde n'a rien oublié, si tout le monde a ce qu'il faut dans son sac avant de partir en rando, etc. Ça m'est resté. Mais aujourd'hui, c'est essentiel dans ma manière de construire mes retraites de yoga, dans ma manière de construire mes événements, même là, dans ma manière de construire la formation que je suis en train de préparer. C'est indispensable. Et je suis trop contente. Au final, je suis trop contente. Je pense que quand je passais le BAFA, je me disais c'est juste pour quelques années, là, le temps de mes études, pour pouvoir travailler à côté et tout. Mais je réalisais pas que aujourd'hui, ça fait tellement sens. Franchement, c'est... Donc, voilà, pour l'événementiel, je conseille, si vous avez 20 ans, de peut-être vous renseigner sur... qui sait, passer le BAFA, c'est pas bien cher. Ça demande juste un petit budget en plus, mais c'est vrai que ça peut vous amener des... Je sais pas en fait si je vous conseille de le passer, mais c'est vrai que moi aujourd'hui, avec du recul, c'est ouf comme c'est évident et c'était sous mes yeux. Et là, honnêtement, en rentrant de retraite avec ce groupe-là tout particulièrement, je l'ai réalisé là il y a 2 jours. Donc je voulais vous le mettre dans cet épisode. Et franchement, dès que vous allez organiser vos propres événements, au-delà BAFA ou pas, on s'en fout, ça donne une dimension encore autre à tout ce que vous faites dans votre métier. C'est vrai qu'on peut vite s'enfermer dans les cours qu'on donne toute la semaine, une certaine routine, etc. Dès que vous êtes dans la préparation d'événements qui vous donne un petit peu une genre de deadline où vous savez qu'à cette date-là, vous êtes en train de préparer une retraite, un événement, un festival, c'est ouf. C'est ouf le champ des possibles qui s'ouvre encore une fois. Et ça booste la créativité, ça vous booste même après vous dans vos cours. Parce que les cours hebdo, on peut vite s'ancrer dans une routine qui est très bonne aussi. Hein. Mais au bout d'un moment, peut-être certaines périodes, se dire oh là, c'est l'hiver, il fait nuit à 17h. Là, mes cours du soir, j'ai moins d'énergie, j'ai moins d'envie, j'ai moins de... par période, des fois, on fluctue aussi, comme n'importe quel être humain, et on peut vite s'installer dans une routine où on a moins d'inspi pour les flows, pour les playlists, pour le contenu des cours, pour les postures. Des fois, on peut vite rester dans ce qu'on connaît. C'est là que c'est important de retourner se former, de retourner pratiquer avec d'autres profs aussi pour, encore une fois, s'inspirer, recevoir dans son corps pour pouvoir transmettre à d'autres. Et c'est là que la dimension un peu événementielle du métier de prof de yoga vous donne à nouveau un autre champ des possibles, et ça ouvre encore plein de portes, qui va vous amener à faire des rencontres, qui va booster un petit peu, tout va être un peu en ébullition, je trouve. Moi, à chaque fois que je prépare une retraite, c'est incroyable comme tout ce qui est brainstorming, autant dans ma tête qu'avec mes proches, c'est important. Et c'est là aussi que c'est important d'avoir le retour de vos amis proches, le retour de vos conjoints, conjointes, si cette personne est un peu dans le coup et un peu s'intéresse à ce que vous faites. C'est hyper important quand vous êtes dans la préparation de certains... Alors, je dis pas de faire ça pour tous les cours que vous préparez dans la semaine, mais quand c'est des événements importants, type festival, retraite, portes ouvertes, événements sur une journée, donc ce qu'on appelle des fois aussi, j'aime pas trop, mes retraites urbaines, ce genre de trucs. Ça peut être bien aussi d'avoir le retour de vos proches qui, la plupart du temps, sont des fois aussi élèves à vos cours et participants dans vos cours, d'avoir leur retour de qu'est-ce que t'imagines, là pour cette retraite-là, j'ai pensé à ça comme thème, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, si c'est des personnes qui sont autant dans la créativité que vous, qui sont prêts à vous aider, autant je vous disais le cousin et le neveu, leur demandez pas de conseils, autant les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous poussent à fond et vous soutiennent à fond dans ce que vous faites, vous pouvez leur demander conseil, parce que justement, je pense que ça sera des personnes
sauront quoi faire et qui sauront vous conseiller au mieux. Donc ouvrez-vous aussi à ça. Juste choisissez bien les personnes à qui vous demandez conseil. C'est toujours pareil. Choisissez votre entourage. C'est un métier où on a besoin d'être soutenu aussi à la maison quand on rentre. Donc choisissez vos proches, vraiment. Et après, c'est valable dans n'importe quel taf. Mais là encore plus, je trouve que quand on est indépendant, freelance, ça fait du bien de se retrouver entre freelance, entre indépendants, entre gens qui sont face à l'URSSAF, face à des choses que des fois dans le salariat, on comprend un peu moins. Donc voilà, je vous dis pas de vous couper de tous vos potes qui sont salariés dans la même boîte depuis 10 ans, simplement de vous connecter aussi à des personnes qui savent de quoi vous parlez. Et d'ailleurs, je pense à un événement qui a été créé par un prof de yoga à Marseille, ça me fait penser, j'aimerais tellement qu'il y ait des initiatives dans le genre un petit peu partout. C'était une genre, de ce que j'ai compris, comme une petite réunion un soir, que de profs de yoga. Donc là, bon, Marseille, c'est quand même une grande ville, donc je pense qu'ils étaient un petit peu plus d'une dizaine. Et pour partager autour des difficultés qu'on rencontre dans le métier de prof de yoga, dans notre travail, au quotidien. Et en fait, ça crée une forme de bulle un petit peu. Alors des fois, c'est bien de sortir de sa bulle, mais là, honnêtement, ça crée un espace où on peut partager sans être jugé parce qu'on fait tous plus ou moins le même métier, avec plus ou moins les mêmes objectifs, parce que le but, c'est que ça marche aussi quand on fait ce travail-là et qu'on se sent, qu'on se lance vraiment là-dessus. Le but, c'est que ça fonctionne et comprendre pourquoi des fois ça fonctionne pas, pourquoi des fois ça fonctionne moins bien, pourquoi chez certaines, ça explose et ça fonctionne super bien aussi, donc s'inspirer et prendre un petit peu les idées, les tips de chacun et de chacune. Et ils ont créé ça, je pense qu'ils vont en refaire et je trouve ça fou. Et j'avais juste envoyé un message à la personne qui organisait ça et pour lui dire à quel point je suis pas sur place, mais j'envoyais vraiment toute ma force à ce projet-là parce que c'est essentiel en fait dans ces métiers-là. On peut vite se trouver seul, être découragé, et abandonné aussi parce qu'on n'en parle pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui réussissent pas après à en vivre et qui abandonnent. Donc voilà, franchement, initiative de fou. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que souvent en tant que prof, on se croise lors de formations, mais on est là pour être formé, donc on partage aussi autour de ça, mais c'est moins formel, c'est pas un temps qui est dédié à ça. Et là, j'ai trouvé l'initiative vraiment dingue et vraiment bravo. Donc si vous êtes prof de yoga à Marseille, voilà, je vous mettrai le lien de l'Instagram de la personne qui crée ces événements. Comme ça, vous pourrez le contacter et je ne le connais pas, mais ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment top, vraiment génial. Donc foncez, je suis en confiance. Continuez de se former, on en a parlé. C'est vrai que du coup, j'ai pas du tout suivi ma ligne, enfin ce que j'avais noté. J'ai noté 3 lignes, hein, donc voilà. Bon, j'ai pas tout suivi, ça va bien se passer. Aussi, il y a tout l'aspect un peu, on en a parlé aussi, mais de se vendre, l'aspect un peu commercial. Alors, c'est pas autant la communication, j'adore, autant aller se vendre, c'est pas mon. Je suis pas formée, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas ce genre de formation. Donc disons que c'est un peu sur le moment que j'apprends et je continue d'apprendre. Donc il y a des méthodes qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent pas. Ça rejoint ce qu'on a dit pour les réseaux sociaux. Je pense que l'essentiel pour durer dans le temps, c'est ce qu'il faut retenir de toute façon de cet épisode. Genre, ça aurait pu durer 10 minutes, mais je préférais développer tout ça. Et j'avais besoin d'en parler parce qu'on est beaucoup, je pense, à se lancer et à pas du tout imaginer tout ce qu'il y a derrière et imaginer que 2 ans plus tard, ça peut s'arrêter aussi parce qu'en fait, on explose et qu'on en a trop fait ou pas assez. C'est important de partir avec des bases solides, de démarrer de zéro, un compte Instagram et tout, ça peut grossir aussi assez rapidement si on fait les choses bien et qu'on y met tout son cœur. Restez authentique. Continuer de se former pour continuer d'ouvrir son esprit, continuer de prendre des cours, ne pas oublier que notre pratique personnelle, elle est importante. Après, moi, je vous dis ça, mais je pratique pas pour moi toutes les semaines. C'est rare que j'ai un temps vraiment où je déroule mon tapis, où je me pose. Mais après, j'ai d'autres manières de pratiquer le yoga quand on s'élargit un petit peu, qu'on sort du tapis. Moi, la marche m'aide beaucoup. Sortir en nature, ça rejoint l'épisode que j'avais fait l'année dernière, je crois, sur toutes les choses qui vous donnent de l'énergie. Des fois, c'est pas forcément sortir son tapis, mais voilà, gardez ces temps pour vous, ces temps pour se ressourcer, entourez-vous de bonnes personnes qui vous inspirent et que vous inspirez aussi. Pour moi, c'est un échange, ça ne peut fonctionner que s'il y a un échange. Pareil avec vos pratiquants, vos participants au cours. Il faut que vous soyez dans l'échange, vous pouvez pas
simplement leur donner cours et voilà, après c'est terminé, fin du Shavasana, terminé, ciao. C'est important de créer du lien, c'est important de... C'est ce que je dis souvent, c'est là que les retraites, ça permet d'approfondir un petit peu ça, mais des fois, vous avez une douzaine de personnes devant vous, voire plus si c'est dans un plus grand studio. Et en fait, on se connaît pas. Vous connaissez, on connaît les prénoms, mais en fait, vous savez pas ce que les gens font dans la vie. Vous savez pas ce qui les a amenés au yoga, depuis combien de temps ils font ça, etc. Donc c'est bien de créer du lien, de prendre un temps. Pour ceux qui arrivent à un avance au cours, c'est là aussi qu'on a le temps un peu de partager ou de rester des fois un petit peu à la fin si vous pouvez. Mais je sais que de plus en plus, j'essaie de... Pourtant, je suis quelqu'un d'assez timide et d'assez, on dirait pas comme ça, mais pas timide, mais moi je suis une vraie sauvage. Et j'ai une grosse carapace, donc avant que je m'ouvre, c'est pour ça qu'en retraite, vous me voyez vraiment telle que je suis. Là, dans le podcast, je vous parle comme je parlerais à une amie, vraiment. Mais dans la pratique, vraiment... Après, du prof et la posture du prof de yoga, c'est pas toujours évident de s'ouvrir, mais créer du lien. Autorisez-vous à retourner à la place de l'élève, c'est hyper important. Faites-vous kiffer dans vos playlists, dans vos partages, dans ce que vous enseignez. Je pense qu'il y a que ça qui peut faire durer, c'est que vraiment vous le vibrez, quoi. Ça émane de vous tellement... au-delà de la passion, parce que je sais pas, je pense que beaucoup font ça aussi parce que malheureusement parce que c'est tendance et que ça se développe beaucoup. Comme d'autres pratiques, on en parlait là lors de ma précédente retraite, on parlait beaucoup aussi de chamanisme et je pense que c'est des choses qui, parce que c'est tendance, des gens s'intéressent à ça et se mettent à faire ça. Il y a plein de formations, de transmissions qui popent dans tous les sens. Et de retraite aussi, et de cours, et d'ateliers, etc. Il y a beaucoup de choses. Faites le tri et connectez-vous vraiment aux personnes que vous sentez authentiques, au-delà d'Instagram. Très important, ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez sur Instagram et à quelqu'un que vous aimez suivre. Des fois, n'oublions pas qu'Instagram, c'est une image qu'on choisit. On choisit ce qu'on veut montrer sur Insta, dans notre communication. Des fois, on choisit très très bien, donc les gens nous suivent et des fois, en réalité, la personne est différente. Donc, entourez-vous de personnes qui sont authentiques, qui font ça avec amour, qui font ça avec tout leur cœur. Et je pense que c'est ces personnes-là qui dureront dans le temps. Au-delà de l'aspect financier, c'est vrai que là, on n'en a pas parlé, mais beaucoup de profs de yoga ont un job à côté, toujours, continuent de bosser à côté parce que ça se fait pas du jour au lendemain de pouvoir vivre du yoga, c'est une réalité. Je vous le dis à la fin, mais voilà, spoiler, on n'en vit pas tout de suite. Et c'est difficile d'en vivre, c'est une réalité, que ça soit dans les grandes villes ou même en campagne. Faut le garder en tête, c'est vraiment, on part de zéro et même si c'est une pratique qui se développe beaucoup, on est beaucoup de profs de yoga. Beaucoup de concurrence, même si pour moi la concurrence c'est un moteur. Pour moi c'est pas du tout négatif, ça permet de se réinventer, de se booster encore plus. Mais il faut garder en tête que certains, et pendant longtemps, gardent un job à côté, ou son coach sportif à côté, ou prof de danse, ou plus ou moins dans le même secteur. Mais j'ai des échos de profs qui gèrent des salles de sport, qui sont profs de yoga, qui donnent des cours de yoga et qui en fait sont même amenés aujourd'hui à réduire leur cours de yoga, à réduire le nombre de cours par semaine parce qu'il se trouve que le fitness, c'est plus ancré, c'est plus... Ça fonctionne mieux, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, c'est très bien. Mais quand on a envie de développer le yoga, l'aspect plus bien-être, plus philosophique aussi et plus où on revient plus dans le corps, mais même spirituel, parce que le yoga a une dimension spirituelle aussi. Ça parle pas à tout le monde et on se retrouve à devoir réduire nos cours et proposer plus de Zumba. C'est très cliché dit comme ça, mais voilà, je pense que c'est le cas de beaucoup aussi, donc faut s'accrocher, faut y croire, faut y mettre tout son cœur et vous y arriverez, j'en suis sûre. En tout cas, je voulais faire cet épisode pour ceux qui hésitent peut-être à se lancer. Honnêtement, quand on est dedans, après, c'est incroyable. C'est pas facile tous les jours, mais c'est un métier incroyable. Moi, je le dis souvent, je fais le plus beau métier du monde. Et ça, je pense quand on en arrive à se dire ça, ou des fois, je dis j'ai pas l'impression de travailler. Alors que je bosse très dur pour tout ce que je fais. C'est vrai que des fois, je réalise pas, mais on me dit mais tu fais plein de choses... Comment tu fais? Alors, je sais pas comment je fais. Ou alors, si je tombe malade pendant 2 mois, comme je vous en parlais dans les 2 épisodes précédents. Mais
Mais c'est incroyable quand on y met son cœur, son énergie, qu'on est bien entouré et que vous mettez en place tous les petits conseils que je vous ai donnés. Vous allez vivre des expériences incroyables. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, honnêtement, je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie. Mais voilà, je vous encourage vraiment à transmettre avec amour. Et si au contraire tout ça ne vous chauffe pas du tout, restez pratiquant et pratiquez à fond et découvrez tout ce qui traverse votre corps. Pratiquez différents styles de yoga, découvrez tout ce que ça vous ouvre aussi comme porte. Pratiquez, réservez des retraites de yoga, participez à des événements, des festivals. Ouvrez votre champ des possibles encore une fois, ouvrez plein de portes, faites des rencontres et même si vous serez peut-être jamais prof, parce que tout ce que j'ai dit précédemment, ça vous chauffe pas du tout. Les pratiquants sont tout aussi importants que les profs et continuez à faire vivre le yoga. C'est tout ce que je dirais et je pense que ça sera le mot de la fin. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify que vous pouvez noter le Club d'Orloté et cet épisode. Donc si le cœur vous en dit, encore une fois, aucune obligation, mais c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à me motiver pour vous enregistrer des épisodes et vraiment le podcast c'est un peu un espace où, comme je vous dis, je vous parle comme si on était entre amis, de mon expérience, de mon regard sur ces choses-là. Et ça m'aide beaucoup quand je vois que vous mettez plein de petites étoiles. Ça met des étoiles dans mon cœur. On va finir là-dessus. Merci du fond du cœur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous!